Aussi étrange que cela puisse paraître, on peut parfois hésiter entre rêve et réalité. Pourtant, une différence fondamentale les oppose. Le rêve est pourvu d'un sens englobant chaque élément qui le compose, même absurde, est nécessaire à sa logique. Le réel, à l'inverse, déborde de toutes parts. Mille choses nous échappent en mille détails insignifiants au double sens du terme. Une quantité informe qui n'en forme pas moins l'arrière-fond constituant de la réalité. Si on ne perçoit pas tous ces détails, ils n'en sont pas moins là, garants d'une vision authentifiée, comme n'étant pas le fruit de notre seule imagination. Il est amusant de retrouver cette différence entre rêve et réalité. Prenons deux exemples. Observons ces deux tableaux. Une Vierge à l'enfant de Cimabue et une scène de Vermeer. Dans le premier, l'image est sacrifiée au sens. Il n'y a qu'un seul plan, celui du message à transmettre sans perdre de temps et d'espace, sans parasitage, d'où le fond d'or et l'absence de perspective. Dans le second, au contraire, l'image s'égare, s'égaye de tous côtés. Le thème demeure, bien entendu, mais accompagné d'une multitude de détails qui échappent à la destinée première du message. Voyez ce mur et la grande variété de sa texture. Voyons maintenant cette merveilleuse gravure de Jacques Callot. Un chat passe à travers un trou dans le toit de chaume. Nulle nécessité à cela, et l'on pourrait ne pas s'en apercevoir, mais de tels détails servent à la véracité de l'ensemble. Même phénomène avec le fameux arrière-plan de la Joconde, ce paysage qui a fait couler beaucoup d'encre. Pourtant, le mystère est assez vite éclairci. La route en lacet et le petit pont contribuent modestement à la tonalité de l'ensemble. Mona Lisa n'en paraît que plus présente à nos yeux. Les peintres du Quattrocento inventent la perspective et ce qui la peuple en l'espace en même temps qu'il commence à vivre s'emplit de détails, d'atomes sans rapport direct avec le premier plan. En se mettant à exister, la superposition des plans reproduit ce qui s'impose au regard dans la réalité. Voyez l'arrière-plan dans ce tableau d'Alain Chevrette. Qui peut remarquer au premier regard ces créatures dans le fond? Pourtant, elles contribuent grandement à la véracité de l'œuvre. Elles constituent un étai grâce auquel l'œuvre trouve son équilibre, sa tenue. Ces détails laissés libres forment une matière poreuse d'où l'on peut toujours s'échapper. On ne s'échappe pas d'un rêve qui aliène la totalité de nos sens et de notre intelligence. Notons toutefois cette différence dans certaines œuvres, comme dans les rêves. Certains détails peuvent nous paraître absurdes. Ils n'en sont pas moins strictement inféodés au sens général de l'œuvre.
Observons cette œuvre foisonnante de Jérôme Bosch. Pourtant, paradoxalement, rien ne pourrait nous surprendre ici. L'apparente fantaisie du peintre est saisie dans un projet permettant toutes les trouvailles. Pour mieux comprendre ce phénomène, on va se servir des mathématiques, pourquoi pas. On va s'intéresser à une somme euh, dans l'ensemble des entiers naturels. Voilà. Donc, considérons une somme. Voilà. Et pour cette somme, ça va être la somme des entiers notés de 1 à 10 au carré. Alors, on va écrire ça en se servant du symbole sigma, avec pour indice ici, vous voyez, au premier rang, notre point de départ, ça sera 1, et puis on va aller jusqu'à 10, pourquoi pas. L'expression générale de la somme, ça sera i carré. On va s'intéresser au carré de ces entiers. Alors voilà ce que ça peut donner, hein. Ça va donner donc, on démarre de 1, ça fait 1 au carré, ça fait 1. Plus 2 au carré, ça fait 4, plus 3 au carré, ça fait 9. Alors, on va pas aller plus loin. En mathématiques, c'est ce qui m'intéresse. On va utiliser ce petit moyen un petit peu paresseux là, c'est les 3 points de suspension. Et puis on va aller jusqu'au au terme, au dernier rang. 10 par 10, ça va nous faire 100 et nous aurons un certain résultat S. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est, je vous le répète, c'est, ce sont ces points de suspension derrière lesquels il n'y a pas de mystère, hein. C'est simplement une certaine façon d'éviter une suite qui serait euh, un peu, un peu lassante. Alors on va voir que l'usage des points de suspension en littérature est peut-être complètement différent. Alors voilà un exemple de texte. Alors je vais lire la première partie du texte. Jocelyn s'aventura loin dans les allées du parc. La nuit descendait silencieusement entre les arbres. Quand il se retourna, Mathilde avait disparu. Alors là, on voit très nettement que les points de suspension n'ont pas du tout la même fonction qu'en mathématiques. Ici, on n'est pas paresseux, hein. Euh, les points de suspension expriment quelque chose qui est mystérieux et on peut remplir cette suspension avec un petit peu tout ce que notre imagination peut fournir. Donc on peut penser ici, on peut faire le rapprochement ici avec Jacques Callot, souvenez-vous de la gravure, on avait perçu des petits détails ici euh, qui étaient le fruit de l'imagination du créateur. Et dans le tableau de Jérôme Bosch, au contraire, chaque détail, même les plus imaginatifs, participait d'une logique interne très forte. Et paradoxalement, il n'était pas étonnant dans la structure globale de l'œuvre. Ah, ici, rien d'attendu, rien que du supposé, du possible. Le réel se remet à déborder comme sur le mur de Vermeer ou l'arrière-plan du tableau d'Alain Chevrette. On songe ici à certains films de la Nouvelle Vague, Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard, quand les propos du personnage principal se perdent dans un brouhaha inaudible.
Mais où tout cela nous mène-t-il, hormis le fait qu'on sait désormais distinguer le rêve de la réalité, hein, ce qui n'est déjà pas si mal. Oui, où tout cela nous mène-t-il? Ah, pourquoi pas à cette réflexion pour le moins troublante. Les structures logiques, sans possibilité d'échapper, de débordement, ressemblent davantage au rêve qu'à la réalité.